Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour une petite leçon où on va démontrer ce théorème. Tout corps commutatif non réduit au corps nul, à zéro, archimédien et complet est isomorphe à R. Alors qu'est-ce qu'on entend par là dans ces hypothèses? Eh bien que K est un corps non nul commutatif. Pour être archimédien, il lui faut une relation d'ordre total, que je note comme ça. Et pour parler de complétude, il faut une topologie définie par une norme. Enfin, c'est pas obligatoire pour une complétude, mais ici, ça va être une topologie définie par une norme. Donc, il faudrait la valeur absolue. Et donc, il faut aussi que supérieur ou égal soit compatible avec l'addition et la multiplication. D'accord? Alors, la relation d'ordre, elle est totale. Compatible avec l'addition, ça veut dire ça. Avec la multiplication, ça veut dire ça. On définit à partir de là d'autres relations, et une relation d'ordre strict. Alors, c'est pas d'ordre, mais enfin c'est strict. Et l'ensemble des nombres positifs, l'ensemble des nombres négatifs, et donc on a ça et ça, parce que l'ordre est total, donc un nombre est soit positif, soit négatif. On remarque que si A est positif et qu'on ajoute moins A de chaque côté, on obtient ça, c'est-à-dire que moins A est négatif. Et que si A est supérieur ou égal à B et C est négatif, A fois moins C est supérieur ou égal à B fois moins C, parce que moins C est positif, et du coup, en changeant de côté, on a facilement que A fois C est inférieur ou égal à B fois C. Il nous faut donc une norme qu'on va noter comme ça, on pourrait très bien la noter valeur absolue. Égale sub de moins A. Alors attention, on n'est pas dans R ici. Le résultat de cette norme, ce n'est pas un nombre réel, mais c'est un élément de cas. A positif implique ça, donc le sub de A-A c'est A, et A négatif implique ça, et donc le sub est égal à moins A. Donc, en fait, cette norme est égale à A si A est positif, moins A si A est négatif. On a donc toujours norme de A qui est supérieure ou égale à 0, quel que soit A. Si lambda A, alors, on va d'abord démontrer que si norme de... Supposons que norme de x soit égale à 0. Si x est positif, ça nous donne ça. Si x est négatif, ça nous donne ça qui applique ça. Donc norme de x égale 0 implique que x égale 0. La réciproque est évidente parce que norme de 0 est égale à 0. Pour démontrer que norme de lambda est égale à lambda, enfin valeur absolue de lambda, mais ici c'est norme de lambda fois norme de A, on va distinguer 4 cas. Donc ce premier cas, bon, je vous laisse regarder, c'est évident, ça c'est... Lambda est égal à ça et A est égal à ça parce qu'ils sont tous les deux positifs. Si lambda est positif et que A est négatif, alors lambda fois A est égal à lambda fois moins A. Et ça nous fait lambda fois norme de A. Parce qu'en fait, lambda A est négatif. Donc ça fait moins lambda et moins lambda A, je peux l'écrire comme ça. Lambda négatif, A positif. Donc c'est pareil que celui-là, donc j'insiste pas. Et quand les deux sont négatifs, lambda A est positif, donc la norme c'est lambda A, que je peux écrire comme ça. Et donc, j'obtiens bien qu'on a toujours norme de lambda A égale norme de lambda fois norme de A. Remarquons que si, alors ça a déjà été, non, que si x appartient à k, x est positif, et que x est positif, alors on a ça. Et que si x est négatif, on a ça aussi. Donc en fait, la norme de x au carré est toujours égale, alors ce que j'entends par carré c'est x fois x, est toujours égal à x au carré. Je pose grand X égale ça, grand Y égale ça, et je calcule x au carré. Donc comme on est dans un corps commutatif, ça se développe et ça donne ça. Et je fais pareil pour Y, en remarquant que norme de A au carré c'est A carré, norme de B au carré c'est B carré, et donc j'obtiens ça. Seulement comme A fois B est inférieur ou égal à sa norme, et que la norme de A fois B c'est norme de A fois norme de B, eh bien je peux dire que x2 est inférieur ou égal à y2. Et donc x2 moins y2 est négatif. Et donc là, je factorise. Comme c'est un corps, c'est pas difficile. Seulement, x plus y. Alors x plus y, tout est positif dans x et y. Et en fait, si... qu'est-ce que je voulais dire si AB est différent de 0, tous les deux différents de 0, on a un des deux qui est différent de 0, et donc x plus y
ne serait-ce que y qui va être différent de 0. Donc ça va être positif à ce moment-là. Et comme le résultat de la multiplication est négatif, ça veut dire que x moins y est négatif. Et donc on a ça. Et ça reste vrai ce résultat si a égale b égale 0. Donc c'est toujours vrai. Donc on a bien affaire à une norme. Sur K. U égale l'élément unité pour la multiplication. Montrons qu'il est strictement positif. U carré est égal à la norme de U carré supérieur ou égal à 0. Mais U carré est égal à U fois U parce que U est l'unité. Et donc j'obtiens que U est supérieur ou égal à 0. Il ne peut pas être nul parce que sinon on aura x fois U égale 0 quel que soit x. Donc x... ouais, c'est ça. Et donc, on aurait x égale 0, quel que soit x. Parce que x fois u, ça fait x. Donc, ça donnerait x égale 0, quel que soit x. Ce qui est évidemment faux, parce qu'on a supposé que k n'était pas réduit à 0. La caractéristique du corps k est 0. Alors, on va le démontrer. En fait, on va démontrer que pour n appartenant à une étoile, U plus U n fois est toujours positif. Alors c'est vrai pour n égale 1. Et du coup je peux rajouter U de chaque côté dans cette inégalité. J'obtiens que U plus U supérieur à U supérieur à 0. Supposons que ça soit vrai quand je fais une somme de n termes égaux à U. Et donc si j'en prends n plus 1, donc je pars de cette égalité, je rajoute U des deux côtés. Et je vais obtenir que c'est supérieur à U qui est supérieur à 0. Donc ça c'est supérieur à 0. Par le théorème de récurrence, j'en déduis que c'est toujours supérieur à 0. Et donc de tout ça, puisque c'est jamais égal à 0, quel que soit n appartenant à une étoile, j'en déduis que la caractéristique est égale à 0. Notation, alors là je fais tout un truc là, sur les notions autour de la caractéristique en fait. Bon, alors je l'ai peut-être déjà fait dans un autre chapitre sur les anneaux et sur les corps, mais peu importe, c'est pas grave. C'est des résultats dont je vais avoir besoin tout à l'heure. Quel que soit x appartenant à k et quel que soit n appartenant à une étoile, je pose n.x égale x plus x n fois. Alors je pose 0.x égale 0, ça c'est le 0 de k, ça c'est le 0 de n, et je pose pour n un entier négatif, n.x égale l'opposé de moins n est positif, point x. D'où j'obtiens ça d'ailleurs, quel que soit n négatif. Mais en fait, j'ai ça, quel que soit n appartenant à z. Et puis j'ai ça, et ça aussi, quel que soit p et q, et quel que soit xy. Démonstration pour la première, puisque, bon, elle est vraie pour n égale 0, ça fait 0 égale 0 la tête à Toto. Et puis c'est vrai pour n appartenant à z étoile, ça a été démontré avant. Supposons n appartenant à n étoiles. Alors p est égal à moins n, qui est négatif, d'accord, puisque n est positif. Et donc, d'après ce qu'on a vu avant, je vais avoir moins p.x, d'accord, c'est-à-dire l'opposé de p.x, qui est égal à moins p.x. Et donc, je passe aux opposés, et j'ai p.x égale l'opposé de moins p.x, d'accord. Et ça me dit quoi? Ça me dit que p c'est moins n.x est égal à l'opposé de n.x. Voilà. Et donc ça marche. Alors la deuxième, c'est-à-dire ça, c'est évident si, par exemple, si p égale 0, ça fait q.x égale q.x, puisque ça fera 0. Et pareil si q égale 0. Si p et q si p est supérieur à 0 et que q est supérieur à 0, p.x plus q.x, c'est la somme de x p fois plus la somme de x q fois, donc ça fait la somme p plus q, de x p plus q fois. Voilà. Donc ça peut aussi se démontrer avec une récurrence sur pq. Si p est négatif et q négatif, p plus q.x c'est l'opposé de moins p moins q.x, et lui il est égal à ça d'après ce qu'on a démontré avant, et donc ça nous fait ça. Et ça, c'est exactement p.x plus q.x. Si p est positif et que q est négatif, si p plus q est supérieur ou égal à 0, p plus q.x plus et moins q.x, mais ça, les deux sont positifs, donc j'ai le droit d'additionner, ça fait p.x, et donc p plus q.x égale p.x moins ça,
qui fait P.x plus Q.x. Et si P plus Q est inférieur à 0, on remarque que moins Q plus P plus Q est égal à P, qui est positif, et donc je peux appliquer la formule précédente en remplaçant P par moins Q et Q par P plus Q. Et donc ça fait P.x égale moins Q plus P plus Q.x, c'est-à-dire moins Q.x plus P plus Q.x. Donc j'obtiens que P plus Q.x égale P.x moins Q.x, et donc ça fait P.x plus Q.x. Idem, si P négatif et Q positif, il suffit d'échanger P et Q. Montrons que X multiplié par P, avant de démontrer ça, on va démontrer que P.y est égal à P.x multiplié par Y. C'est évident, si P égale 0, ça fait 0 égale 0 la tête à Toto. Supposons que ça soit vrai à l'ordre P supérieur ou égal à 0. Et considérons X multiplié par P plus 1 point Y, qui est égal à X multiplié par P point Y plus Y, qui est égal à X multiplié par P point Y plus X multiplié par Y. Et donc, ce truc-là va être égal, et ben ça fait P, hypothèse de récurrence, point X multiplié par Y plus X multiplié par Y égale P plus 1 point X multiplié par Y, d'après le théorème, donc c'est vrai à l'ordre P plus 1, et donc d'après le théorème de récurrence, c'est toujours vrai quel que soit P appartenant à N. Si P est négatif, P égale moins Q, ou Q est positif, et Q positif, donc ça fait X multiplié par P.Y égale X multiplié par moins Q.Y, donc ça fait moins X multiplié par Q.Y, qui fait Q.X multiplié par Y, et je te prends l'opposé, et comme moins Q c'est égal à P, ça nous fait bien le résultat, quel que soit P appartenant à Z. Et maintenant, je vais pouvoir démontrer ce truc-là par récurrence sur Q positif. C'est vrai, si Q est égal à 1, ça fait 0 égale 0, la tête à Toto. Supposons vrai à l'ordre Q appartenant à N. P.x multiplié par Q plus 1.y, c'est P.x multiplié par Q.y plus y, donc ça fait P.x par Q.y, plus P.x multiplié par y, ça fait donc PQ.x multiplié par y plus P multiplié par x fois y égale PQ plus Px fois y égale P facteur de Q plus 1 point x multiplié par y. Donc là, récurrence par rapport à Q et théorème de récurrence implique que c'est vrai quel que soit Q appartenant à N. Si Q est négatif, Q' égale moins Q, PQ multiplié par Q.y est égal à P.x, pardon, hein. Et donc ça fait P.x multiplié par moins Q'.y, donc ça fait le moins, je le balance devant, moins P.x multiplié par Q'.y, et donc ça fait moins PQ'.x multiplié par y d'après ce que j'ai vu avant, puisque P et Q' sont positifs, ça fait donc moins PQ', c'est-à-dire PQ en fait, point x multiplié par y, d'où le résultat. On continue dans le calcul, hein, c'est un petit peu laborieux, on a vu que Q.U est positif quel que soit Q appartenant à une étoile. On considère Q', l'ensemble des P.U sur Q.U, c'est-à-dire ça, quand P appartient à Z et que Q appartient à une étoile, c'est donc une partie de K. Supposons que alpha appartienne à Q étoile, donc, et qu'on prend deux représentants de alpha. Montrons que P.U sur Q.U est égal à P'.U sur Q'.U. Alors, comme elles sont égales, on a PQ' est égal à P'.Q, donc PQ'.U égale P'.Q'.U, et donc, comme U multiplié par U est égal à U, ça donne ça, et donc ça donne ça. Et si bien que ça multiplié par l'inverse de ça va être égal à ça multiplié par le même inverse. Mais ça, c'est l'inverse du premier multiplié par l'inverse du deuxième, hein, et donc ça veut dire que P.U sur Q.U, bah oui, parce que ça, quand je vais multiplier ça par ça, ça va supprimer ici, ça va supprimer le Q'.U. Il va rester P.U multiplié par Q.U moins 1, c'est-à-dire ça. Et puis de l'autre côté, il va rester ça, et donc c'est égal. Si bien qu'on peut définir phi qui est alpha égale P sur Q,
associe phi de alpha égale p.q sur q moins u appartenant à k'. Je ne sais pas pourquoi là, à q', pardon. Alors il est indépendant de la représentation de alpha, c'est pour ça qu'on peut inventer cette application. Si alpha est égal à p sur q et bêta égale p' sur q', phi de alpha plus bêta, ça nous fait ça. Bon, bah, je vous laisse vérifier, c'est évident. Hein. Voilà. Bon, il n'y a rien à dire, c'est très évident. Donc, de plus, phi de 0 égale phi de 0 sur 1 égale 0. Et phi de 1 est égal à u. Enfin, phi de alpha bêta, c'est phi de ce truc-là, c'est égal à ça. Et donc, ça nous fait ça sur ça, égale ça sur ça, égale ça sur ça multiplié par ça, égale p.u sur q.u multiplié par p'.u sur q'.u égale phi de alpha multiplié par phi de bêta. Donc, phi est un morphisme d'anneau. D'accord. Et donc, comme phi est injectif, parce que phi de alpha égale 0 implique ça, implique que en haut c'est nul, mais p.u égale 0 implique p égale 0, implique alpha égale 0. Donc, phi réalise un isomorphisme d'anneau vers l'anneau q' égale phi de q. D'accord. Qui est un sous-anneau de k du coup. Désormais, on remplace ça par ça. Et si P appartient à Z, on constate qu'on a ça. Et on vient de voir en plus que quel que soit alpha, bêta appartenant à Q, alpha, parce que ça c'est phi de alpha plus phi de bêta égale phi de alpha plus bêta. Et phi de alpha fois phi de bêta égale phi de alpha multiplié par bêta. Bon, quel que soit n, la norme, ou la valeur absolue comme vous voulez, mais on va dire norme parce qu'on est dans le cas de n.u, d'accord, est égal à n.u car n.u est positif, on avait démontré ça. Et de plus, si je prends la norme de moins n.u, c'est la norme de moins n.u, donc c'est la norme de n.u, parce que c'est une norme, et donc ça va être nu, puisque n est positif, et donc je viens de démontrer que norme de n.u est égale à valeur absolue de n, mais .u, quel que soit n appartenant à z. Alors montrons qu'en fait, norme de alpha.u est égale à valeur absolue de alpha.u, quel que soit alpha appartenant à q. Ben, norme de p, on prend alpha égale p sur q, donc ça fait ça, d'accord. Et donc ça fait p.u multiplié par ça. Bon, mais c'est quoi norme d'un inverse? Ben, comme on a ça, d'accord. Et donc on voit que norme de l'inverse, c'est l'inverse de la norme. Donc P sur Q.U est égal à ça, donc ça c'est ce qu'on a vu avant, multiplié par la norme, l'inverse de la norme de Q.U. D'accord? La norme de Q.U c'est quoi? C'est valeur absolue de Q.U. Et donc je prends l'inverse de ce truc-là. D'accord? Donc ça fait valeur absolue de P.U divisé par valeur absolue de Q.U, c'est-à-dire ça, c'est-à-dire valeur absolue de P sur Q.U, c'est-à-dire valeur absolue de alpha.U, et donc la propriété est démontrée. Montrons maintenant que l'application phi qui a alpha appartenant à Q associé alpha.U appartenant à Q' est strictement croissante, soit alpha, bêta avec leur représentant dans Q, et alpha supérieur à bêta. Phi de alpha moins phi de bêta, c'est ça, c'est-à-dire ça. En fait, les deux sont positifs. Donc QQ' sont positifs, donc QQ' positif, et donc QQ'.u aussi, et donc son inverse aussi, parce que quand on a un nombre non nul, positif, x multiplié par x-1 est égal à 1, qui est positif, x est positif, donc x-1 est positif. Et comme alpha est supérieur à bêta, ça c'était positif, donc ça c'est aussi positif. Donc la division des deux est positive, donc phi est strictement croissante. Xn est une suite de Cauchy de Q, ça veut dire quel que soit epsilon appartenant à Q plus étoile, il existe n tel que ça. Alors la suite xn.u est de Cauchy dans Q'. Démonstration, on prend epsilon' appartenant à Q' plus étoile. Donc il est de cette forme-là où epsilon appartient à Q. Epsilon
supposons epsilon inférieur ou égal à 0. Comme phi est croissante, phi de epsilon va être inférieur ou égal à phi de 0, qui est égal à 0. Donc ça veut dire que epsilon prime, qui est égal à epsilon u, va être inférieur ou égal à 0, ce qui est impossible parce qu'on a supposé qu'il ne l'était pas. Donc epsilon est strictement positif. Et donc, comme la suite xn est de Cauchy, on a ça. Maintenant, la norme de ça, c'est égal à ça, on le sait, qui est égal à phi de xp moins q, 0, on a ça, et phi est croissant, donc on a ça, d'accord, et donc on a ça, voilà. Et ça nous dit quoi? Ben, que la suite xn.u est de Cauchy. Soit x et y, deux suites donc de q puissance n, toutes les deux de Cauchy, et dont la classe, alors c'est avec, c'est tout ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire c'est avec l'équivalence entre deux suites sont équivalentes quand leur limite tend vers 0. On sait qu'elles convergent dans R, de limite, et la limite c'est leur classe en fait. Eh bien, les suites xn.u, yn.u sont alors convergentes. Alors, les suites xn.u, yn.u sont convergentes dans K, car de Cauchy. D'accord? Alors, de Cauchy, puisque ces deux-là étaient de Cauchy, on sait qu'elles sont de Cauchy, ces deux-là. Donc, elles sont convergentes parce que K est complet. Alors, montrons que leurs deux limites sont les mêmes. Alors, limite de xn moins yn est égale à 0, puisqu'elles sont équivalentes les suites. Ou encore, elles ont la même limite. Donc si je prends epsilon prime positif dans q prime, epsilon prime est un epsilon u où epsilon appartient à q plus étoile. Donc on sait que puisque xn moins yn tend vers 0, eh bien on sait qu'on a ça. Et donc ensuite, quand je prends norme de xn.u moins yn.u, qui est égal à ça, qui est égal à ça, et ça, comme xn moins yn est inférieur à epsilon, ça va être inférieur à epsilon.u égale epsilon prime. J'ai donc ça qui tend vers L, ça qui tend vers L prime. J'ai donc, puisque la norme est continue, eh bien j'ai norme de L moins L prime inférieure à epsilon prime. Alors, elle est continue, cette norme, il faut bien voir pourquoi, parce que norme de x est inférieure ou égale à la norme de x, elle est égyptienne en fait. Et la topologie, c'est la topologie bâtie à partir de la norme. Donc on sait que ça marche ça. Et donc j'ai ça, quel que soit epsilon prime appartenant à q prime plus étoile. D'accord? Et donc forcément, on a envie de dire que ça est égal à 0. Alors pourquoi? Parce que si ce n'était pas égal à 0, je prendrais epsilon prime égale norme de L moins L prime, qui lui appartient à q' plus étoile à ce moment-là. Et j'aurai ça. D'accord? Et alors si j'appelle ça x, c'est impossible d'avoir x inférieur strictement à x, parce que x inférieur à x, ça équivaut à x inférieur ou égal à x, et x différent de x. Et x différent de x, justement, c'est impossible. Donc en fait, norme de L moins L' est égale à 0. Et comme c'est une norme, on en déduit que L est égal à L', donc les suites xn, yn, xn.u, yn.u ont les mêmes limites. Termine la démonstration. On définit la fonction f, donc, qui est alpha appartenant à R, donc classe de x, x étant une suite de Cauchy de q puissance n, donne limite de xn.u. Donc on a vu que f de alpha ne dépend pas de xn, du représentant xn de alpha. Montrons que f est un morphisme de corps. Alors ça c'est facile, on prend deux suites de Cauchy, et puis on fait f de classe de A plus classe de B égale f de classe de A plus B égale limite de ça plus limite de ça égale f de A plus f de B. Et on a exactement la même chose avec la multiplication. Je vous laisse vérifier. Donc c'est bien un morphisme. Alors c'est une bijection. Alors d'abord c'est une injection. Si f de A est égal à 0,
C'est-à-dire que limite de Rn.u est égale à 0, soit epsilon appartenant à R plus étoile, on peut trouver epsilon appartenant à Q coincé entre les deux, et il existe n tel que n supérieur ou égal à n, implique, puisque cette limite est égale à 0, que l'on a ça. D'accord? Parce que epsilon prime point u est bien positif. Donc an.u va être inférieur à epsilon point u, et ça implique que valeur absolue de n est inférieure à epsilon prime, qui est lui-même inférieur à epsilon. Donc en fait on a ça. Ce qui veut dire que la limite de n est égale à 0 et donc classe de A était nulle. Donc on a bien une injection. On a ça parce que sinon on aurait ça. Surjection, maintenant c'est un peu plus compliqué, soit L appartenant à K, il faut démontrer que c'est un F d'une classe de A. N appartenant à N étoile, K archimédien, il existe Q.U appartenant. Alors c'est comme ça qu'on traduit K archimédien. Il existe Q.U appartenant à Z.U tel que Q.U est supérieur à N. Valeur absolue de N. L'ensemble des K appartenant à N tel que K.U est supérieur à N. Valeur absolue de N est donc différent de 8, donc elle met un plus petit élément P qui va donc vérifier ça. Si bien que quand je divise par N, j'obtiens ça. Si L est positif, alors j'obtiens ça, et si L est négatif, j'obtiens ça. Mais ça me donne ça. Et moi, je devrais avoir inférieur ou égal ici, puis inférieur ici. Eh bien, si L est égal à 1 moins P sur N.U, alors je pourrais toujours dire que si L est inférieur à 1 moins P sur N.U, je peux dire qu'il y aura deux inférieurs. Donc je peux très bien dire que j'ai ça. Voilà. Et sinon, il y a égalité ici. Bon, mais s'il y a égalité, ça veut dire que ça c'est égal à L, qui est inférieur à L, plus 1 sur N.U, parce que 1 sur N.U est positif. Et donc je veux obtenir ça, parce que je rajoute 1 sur N.U à L qui vaut ça, ça fait 2 moins P sur N. Et donc dans tous les cas, quel que soit L appartenant à K, j'ai trouvé Pn appartenant à Q, tel que Pn sur N.U est inférieur ou égal à L, est inférieur à Pn plus 1 sur N.U. Par exemple ici, Pn c'est 1 moins P sur N, alors que ici c'est P sur N. Alors oui, ici, oui c'est ça. Voilà, moins P sur N. Donc j'ai ça. Alors, ça veut dire ça. D'accord? Et comme ça tend vers 0, sauf que je ne l'ai pas encore démontré, donc je le mettrai tout à l'heure, eh bien j'en déduis que la limite de ce truc-là, que L, c'est la limite de ça. Bon, et donc, comme c'est une limite, ça va être de Cauchy dans K. Et donc, quel que soit epsilon appartenant à Q plus étoile, je peux trouver N tel que ça implique ça. Parce que ça, c'est positif. Bon. Donc ça va être inférieur à epsilon, parce que sinon, si c'était le contraire, on aurait ça. Donc la suite A égale Pn sur N est une suite de Cauchy, et donc elle converge dans R vers lambda. D'accord? Elle converge dans R vers lambda, sauf qu'elle converge en fait vers L. D'accord? Puisqu'on a démontré que L était la limite de Pn sur N.U. Donc en fait, L est égal à lambda. Et donc L est égal à F de A, hein, où A est une suite de Q puissance N et de Cauchy. Donc F est surjective. Et donc comme elle est injective, elle est bijective. Donc la conclusion c'est qu'F est un morphisme bijectif de R vers K, et du corps vers le corps, et donc c'est un isomorphisme de corps. Et c'est ça qu'on voulait démontrer. C'est qu'à partir du moment où K était un corps commutatif, archimédien et complet, il était isomorphe à R plus multiplié. Eh bien c'est fait. Remarque, dans la démonstration précédente, on a utilisé le fait que limite de 1 sur N.U quand N tend vers plus infini égale au 0 de K. On va le démontrer. Soit epsilon appartenant à K plus étoile, on sait que U est positif.
Et là, on va utiliser, et c'est rare, hein, on l'a utilisé qu'une fois avant, le fait que K est un corps archimédien. Il existe donc n appartenant à Z, tel que n.epsilon soit supérieur à n. Et U est positif, hein, donc n va être positif, hein, donc n appartient à n étoile. Parce que si n était négatif, ça serait négatif vu que epsilon est positif. Et U est positif. Soit n supérieur ou égal à n. Donc n.epsilon va être supérieur ou égal à grand n.epsilon, qui est lui-même supérieur à U. Donc, epsilon va être supérieur à 1 sur n. Ouais. Alors ça, pourquoi? Parce que si on avait le contraire, on aurait epsilon inférieur ou égal. Et donc, n epsilon inférieur ou égal à ça. Mais ça, bon, bah, c'est égal à une fois ce truc-là. Et donc, ça fait un point U sur n point U, etc. Et donc, ça fait ça, ça fait U. Donc à ce moment-là, ça nous donnerait que n epsilon serait inférieur ou égal à u. Ce qui est faux, parce que nous, n epsilon est supérieur à u. Donc on a mal supposé. Donc epsilon est bien supérieur à 1 sur n point u. Et donc 1 sur n point u est inférieur à epsilon. De plus, il est positif, parce que sinon, s'il était négatif, en multipliant par n, on obtiendrait que u sera inférieur ou égal à 1 sur n point 0 qui vaut 0. Donc, U est inférieur ou égal à 0. Ce qui entraînerait que U est inférieur ou égal à 0, ce qui est faux. Voilà. On a donc ça, quel que soit n appartenant à n. Donc la limite de 1 sur n point U est égale à 0, le résultat. Remarque, c'est la deuxième fois qu'on utilise le fait que K est archimédien. On l'avait utilisé dans la démonstration du théorème précédent, la fin de la démonstration du théorème. Hein, à un moment donné, on a dit qu'il existe Q appartenant à Z tel que Q.U soit supérieur ou égal à N.L. Le seul automorphisme du corps R plus multiplié est l'identité. Il est évident que l'identité est un automorphisme. Soit f un automorphisme, alors f de 0 égale 0 et f de 1 égale 1. Par une récurrence facile sur n appartenant à n, on a f de n égale n. En effet, f de 0 est égal à 0, et si f de n est égal à n, f de n plus 1 est égal à f de n plus f de 1 est égal à n plus 1. Si n appartient à n, 0 égale f de 0 égale f de moins n plus n, égale f de moins n plus f de n, implique f de moins n est égal à moins f de n, c'est-à-dire à moins n. Donc f de n égale n, quel que soit n appartenant à z. Si n appartient à z étoile, f de 1 sur n multiplié par n est égal à f de 1, donc est égal à 1. Et donc on a ça, et donc f de 1 sur n est égal à 1 sur n. Et si x appartient à q étoile, alors x égale p sur q, où p appartient à z, q appartient à une étoile, donc f de x égale f de p fois 1 sur q égale f de p fois f de 1 sur q égale p sur q, égale p fois 1 sur q égale p sur q égale x. Donc ça reste vrai si x égale 0, f de 0 est égal à 0, la tête à toto. Donc f de x égale x, quel que soit x appartenant à q. Montrons que f est strictement croissante, si x est strictement positif, f de x est égal à f de racine de x fois racine de x. Alors là, j'utilise le fait que tout nombre positif a une racine carrée, ce qu'on démontre en cours d'analyse, mais là c'est un cours d'analyse, à partir de la fonction x au carré qui réalise une bijection de 0 plus l'infini sur 0 plus l'infini. Bref, et donc sa réciproque permet de dire que x existe. Et donc je vais avoir ça, et donc f de racine de x au carré qui est positif. Et x est différent de 0, sinon, quel que soit y, pour x différent de 0, f de x est différent de 0, parce que si f de x était égal à 0, comme f de y est égal à f de y sur x fois x, ça ferait f de y sur x multiplié par f de x, et là ça fait 0, et ça ferait 0, quel que soit y appartenant à R, donc f sera égal à 0, ce qui est faux parce que f de 1 est égal à 1. Donc, x appartient à R plus étoile, implique que f de x est positif. Si A est inférieur à B, B moins A est positif, donc f de B moins A est positif, donc f de B moins f de A est positif, donc f de B est supérieur à f de A, donc f est strictement croissante. Pour x appartenant à R et n appartenant à n étoile,
Q est dense dans R, donc il existe alpha n appartenant à Q, tel que valeur absolue de x moins alpha n est inférieure à 1 sur n. Ce qui implique moins 1 sur n inférieur à x moins alpha n inférieur à 1 sur n, ce qui implique que f de moins 1 sur n, comme f est croissante, est inférieur à f de x moins alpha n, est inférieur à f de 1 sur n. Ça vaut moins 1 sur n, ça vaut 1 sur n, et ça vaut f de x moins f de alpha n, et f de alpha n, ça vaut alpha n. Donc j'obtiens ça. Et donc j'obtiens valeur absolue de f de x moins alpha n inférieure à 1 sur n, quel que soit n, appartenant à n étoiles. D'accord? Bon, mais j'ai ça, et puis j'ai ça. Donc, grâce à l'inégalité triangulaire, je vais avoir ça. Qui fait que donc valeur absolue de f de x moins x est inférieure à 2 sur n, quel que soit n appartenant à n étoiles. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 sur n étant égale à 0, ben, j'obtiens que valeur absolue de f de x moins x égale 0. Donc f de x moins x égale 0, donc f de x égale x, quel que soit x appartenant à R. Ce qui fait que f est égal à l'identité, d'où le résultat. Une petite propriété pour finir, R et 0,1 sont équipotents. On prend la fonction définie sur 0,1 de la façon suivante. Si x est entre 0 et 1,5, 4 moins 1 sur x. Si x est entre 1,5 et 1, 1 sur 1 moins x. Bon, 1 sur x est décroissant, parce que les nombres sont positifs. Donc 4 moins 1 sur x est croissant, continue sur 0,1,5. Et on a ce tableau de variation. La limite en 1,5 c'est 2. 1 moins x, lui, il est décroissant et positif, donc 1 sur 1 moins x va être croissant, et puis f de 1,5 ça fait 2, bref. Quand on réunit les deux tableaux de variation, alors les fonctions sont continues sur chacun de ces deux intervalles en fait, et comme la limite à gauche en 1,5 est égale à 2, c'est-à-dire f de 1,5, f est continue sur 0,1, strictement croissante, continue. Et donc f de 0,1 est égal à R, hein, et c'est une bijection, donc en fait 0,1 est bien équipotent à R.